je suis Sylvie Pacro, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je voudrais, au nom du Centre d'études sur la gouvernance, souhaiter la bienvenue à notre invité Oliver Liang. Pour ceux et celles qui s'attendaient à rencontrer M. Fields, il a été requis d'urgence pour une réunion et nous a aimablement suggéré la collaboration de son collègue Oliver, qui, autant que lui, pourra discuter avec nous de l'implication de l'OIT dans la crise sanitaire actuelle. Oliver est chef de l'unité des services publics et privés du département des politiques sectorielles de l'OIT à Genève et cette équipe s'occupe des conditions de travail des travailleurs des services, y compris du personnel éducatif. Avec l'UNESCO, il coordonne le secrétariat du comité conjoint OIT-UNESCO. Il a donc une grande expérience de la coopération entre organisations internationales sur les conditions du personnel enseignant et promeut des normes sur l'éducation et les enseignants. Il travaille également sur les questions de travail des travailleurs de la santé et de la culture, ainsi que des athlètes, qui sont tous des secteurs qui ont été très affectés par la crise sanitaire. Oliver a été auparavant responsable de la politique de coopération au développement à l'OIT et coordonnateur des services d'information sur les normes internationales du travail. Il connaît donc bien aussi à la fois les enjeux liés à la diversité des situations nationales ainsi qu'aux enjeux liés à la diffusion de l'information. Titulaire d'un doctorat de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis, qui est un des centres reconnus mondialement s'agissant de la santé publique, le seul d'ailleurs auquel on puisse un peu se fier s'agissant de la situation actuelle aux États-Unis. Oliver a également enseigné dans différents établissements par le passé. Il pourra donc partager avec vous son expérience. Je vous passe la parole, Oliver. Merci d'avoir accepté de faire cet exercice avec nous. Merci Sylvie et bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de vous rencontrer, même si c'est par grande distance à travers Zoom, que personnellement je n'aime pas. Je préférerais bien sûr être à Ottawa avec vous, mais bon, c'est comme ça. Je m'appelle Oliver Liang et puis je dirige une petite équipe ici à l'Organisation internationale du travail qui s'occupe des services publics et privés. Ça, comme Sylvie a remarqué, ça touche des travailleurs dans le secteur d'éducation, la santé, mais aussi l'administration publique, la sanitation, mais aussi certains services privés, comme par exemple les travailleurs dans les cultures, les médias, les finances, le commerce. Et récemment, on a aussi ajouté les athlètes professionnels au rang des travailleurs sur lesquels on travaille. Je vais vous parler aujourd'hui un peu de ce que l'OIT c'est d'abord, et puis après, comment on gère avec les autres organisations la gouvernance sur la pandémie actuelle qu'on vive tout, malheureusement. Alors, je suis ici basé à Genève. Genève est actuellement, ça fait gris, ça pluie, c'est moche. Comme vous voyez par ma fenêtre, je vais vous montrer parce que ça fait toujours plus intéressant. Voilà, c'est la vue que j'ai actuellement. Et vous voyez à l'autre côté de la rue, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est actuellement le centre de la coordination sur la pandémie. Alors, on est voisins et puis on travaille très étroitement avec eux sur certaines questions. Alors, tout d'abord, peut-être je vais juste vous présenter un peu l'OIT parce que ce n'est pas l'organisation la plus connue du monde. Donc, ça vaut la peine peut-être de vous rappeler un peu ce qu'on fait. Normalement, de ce genre de séminaire, je pose la question aux étudiants, qui est votre ministre de Travail? Et souvent, je ne sais pas si, je sais le nom de la Canadienne qui est actuellement en poste, mais normalement, les étudiants ne le savent pas. Pourquoi? Parce que le ministre du Travail, depuis longtemps, ce n'est pas le plus connu, le plus glamoureux des ministres. Et ça,
c'est un résultat peut-être de notre société, de notre culture, où les questions de travail sont en deuxième rang d'importance. Mais l'Organisation internationale du travail était fondée en 1919, à une époque où la question du travail était centrale. Pourquoi? Bon, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Et puis, il y avait plusieurs événements dans le monde qui ont secoué le monde. D'abord, il y avait bien sûr la guerre, où c'était très important d'avoir les travailleurs en paix, parce que si on veut gagner une guerre, il faut à tout prix pas avoir des grèves dans les usines, des munitions, etc. Donc, la paix sociale était d'une importance primordiale pour beaucoup de pays, pour les Alliés surtout. Ça ne fait pas une coïncidence que le premier directeur général de l'OIT, du Bureau international du travail, était Albert Thomas, qui était justement ministre des Munitions en France pendant la Première Guerre mondiale. Deuxième événement, bien sûr, qui était très important, était la révolution bolchevique en Russie, où un grand pays a exécuté en fait sa monarchie pour installer un système communiste et pour exporter cette révolution autour du monde. Et puis ça aussi semé une peur dans la bourgeoisie européenne. Et puis ils ont cherché une institution justement pour trouver un moyen de créer la paix sociale entre les syndicats qui s'orientaient de plus en plus vers le communisme et le capital représenté par les entreprises. Donc, c'est pour ça que dans le traité de Versailles, qui a en fait formellement mis fin à la Première Guerre mondiale, dans son chapitre 13, était fondée l'Organisation internationale du travail, qui était une des premières organisations avec la Ligue des Nations, une des premières organisations internationales. Et puis, cette organisation était très unique dans trois façons. D'abord, c'était une organisation tripartite. Ça reste toujours une organisation tripartite. Donc, ce n'est pas que les gouvernements qui se réunissent dans nos organes, comme par exemple les Nations Unies, c'est que les gouvernements qui sont représentés formellement dans la gouvernance de ces organisations. À l'OIT, c'est aussi les syndicats, donc les travailleurs représentés par les grandes confédérations des syndicats nationaux, mais aussi les organisations des employeurs qui représentent donc le capital, les entreprises. Deuxièmement, nous sommes une organisation basée sur le dialogue social. Donc, le dialogue social est justement le dialogue entre ces trois parties, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, les syndicats et les organisations des entrepreneurs, et les gouvernements normalement représentés par les ministres du Travail. Et finalement, notre organisation est aussi marquée, distinctive, parce que nous sommes une organisation très normative. Donc, la vision était de créer une sorte de parlement mondial de travail. Donc, nous avons chaque année une conférence internationale du travail qui normalement adopte une norme. Ces normes, on a entre-temps plus que 190 normes, conventions de travail, internationales de travail. Ils ont soit-il la forme d'une convention, qui est un traité à ratifier par les pays, ou une recommandation qui est bien sûr moins contraignant, mais qui donne des recommandations pour la politique sur des questions de travail. Voilà, donc c'est des traités contraignants. Si un pays ratifie une convention, normalement, selon le système légal dans le pays, ça rentre en vigueur comme la loi nationale. Et puis, si les pays n'appliquent pas tous les principes d'une convention, il y a aussi un système de supervision qui est attaché aux normes de l'OIT, qui est un des plus, je dirais, rigoureux ou plus
solide du système international. Donc, quand un pays ratifie une convention, il est obligé de soumettre périodiquement, soit-il chaque 2 années ou soit-il chaque 5 ans, un rapport comment il applique la convention et quels obstacles il reste encore pour appliquer les provisions d'une convention. Et peut-être vous demandez, oui, mais est-ce qu'un gouvernement peut simplement mentir? Est-ce qu'il peut simplement dire, voilà, tout va bien dans notre pays? Bon, c'est là où le principe du tripartisme est très important parce que ce rapport doit aussi être soumis aux partenaires sociaux dans ce pays qui, eux, peuvent aussi ajouter des commentaires et des observations à ce rapport. Donc, s'il y a un pays qui n'applique pas une convention, c'est normalement les syndicats, mais parfois souvent aussi les entrepreneurs qui vont dire non, non, ce n'est pas du tout le cas. Il reste des grands problèmes dans l'application de ces conventions. J'espère que vous m'entendez bien. Je vois qu'il y a un petit problème. Non, ça va. Alors, donc voilà, comme j'ai dit, il y a autour de 190 conventions actuellement. Je crois que Canada a ratifié 37. Vous êtes peut-être au même rang que mon propre pays, les États-Unis. Alors, c'est des pays qui n'ont pas beaucoup ratifié, mais il y a des pays en Europe, en Afrique, qui ont ratifié beaucoup plus. Et puis donc, c'est des normes qui sont très importantes dans beaucoup de pays, surtout des pays en voie de développement. La gamme des thèmes de cette convention, et vous trouvez ça bien sûr sur notre site, sont très vastes. Donc, il y a des normes internationales du travail qui touchent vraiment sur les droits fondamentaux de travail, presque des droits de l'homme, comme par exemple l'élimination du travail des enfants, la non-discrimination, l'élimination du travail forcé et surtout aussi le droit syndical et le droit de la négociation collective, qui sont considérés comme essentiels pour assurer les droits des travailleurs. Il y a aussi beaucoup d'autres thèmes très techniques, par exemple la protection sociale, la sécurité sociale, la sécurité et santé au travail, qui est bien sûr actuellement très, très important. Il y a des conventions très techniques sur certains secteurs, par exemple le maritime. C'est un très petit secteur. Il y a une centaine de mille marins internationaux dans le monde, mais c'est l'OIT qui s'occupe directement d'eux avec une très grande convention sur le travail maritime. Et il y a beaucoup d'autres thèmes comme, par exemple, le temps de travail, les heures de travail, le congé maternel, la protection de maternité, etc. Donc, il y a une vaste gamme de ces conventions. Voilà, donc ça, c'est un peu l'approche de l'OIT. L'OIT était donc une organisation dédiée à trouver une sorte d'alternative au communisme. Depuis la fin de la guerre froide dans les années 90, l'OIT s'est axé un peu vers l'assurance du travail décent dans un monde mondialisé, en fait, dans la globalisation. Donc, il a présenté d'autres défis au monde par rapport au travail. Donc, maintenant, on travaille beaucoup sur les droits fondamentaux, donc le travail forcé, le travail des enfants dans, par exemple, les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Il reste toujours des grands défis par rapport à la discrimination et par rapport au droit syndical dans beaucoup de pays. Et récemment, l'année dernière, nous avons adopté une déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail. C'était un thème très actuel l'année dernière parce qu'il y a, comme vous savez maintenant, une grande peur de l'avenir du travail. C'est quelque chose qui est surtout pour les jeunes. J'imagine l'audience à laquelle je parle aujourd'hui, c'est des jeunes, des gens qui vont chercher du travail dans quelques années. Donc, l'avenir du travail, bien sûr, va être très différent de ce que c'était de ma génération, marqué très par la mondialisation, la délocalisation, mais aussi, bien sûr, la technologie.
l'intelligence artificielle, les robots qui vont avoir un impact sur le travail. Et puis aussi les démographiques, la migration de travail qui a un grand impact sur les pays. Et finalement, et ça c'est peut-être l'impact le plus grand, les soucis par rapport à l'environnement, le changement du climat. Parce que c'est clair que tout notre système économique qui est basé sur la production maximale et la consommation maximale des produits va être remis en question d'une manière très profonde. Et puis, l'impact sur le travail et ce qu'on conçoit comme travail va changer profondément. Donc, voilà un peu un alentour de notre organisation. Maintenant, je crois que Sylvie m'a demandé de parler un peu qu'est-ce qu'on fait actuellement par rapport à la pandémie. C'est clair que la pandémie a eu un énorme impact. Je dois avouer que dans cette fameuse déclaration sur l'avenir du travail, ce n'était pas que l'OIT qui s'occupait de ce thème l'année dernière, c'était aussi la Banque mondiale et plusieurs d'autres organisations. Tout le monde était obsédé par ce thème, qu'est-ce que ça va être l'avenir du travail. Personne n'a pensé, tout le monde a pensé à des robots, des ordinateurs, mais personne n'a pensé à un petit virus qui pourrait venir d'un petit chauve-souris quelque part en Chine qui va complètement bouleverser le monde du travail. Mais en fait, on est là. L'avenir du travail était déterminé par quelque chose de relativement primitif. Et maintenant, c'est à nous de gérer ces problèmes. Bien sûr, cette pandémie a eu un grand impact sur le monde du travail. Je ne parle même pas des 30 milliards 35 milliards de cas et puis les millions de personnes qui sont mortes. Ça, c'est vraiment déjà une grande tragédie. Selon les estimations de l'OIT, le perte totale en heures de travail en comparaison avec 2019 était autour de 17%, qui représente en fait presque 495 millions d'emplois équivalents en temps plein. Donc, c'est une énorme perte d'emplois autour du monde. Vous imaginez bien sûr que c'est un impact énorme. Et puis, on sait que ces impacts étaient surtout dans des secteurs que Sylvie a mentionné, le tourisme, bien sûr, tout ce qui est restauration, hôtellerie, mais aussi les médias, la culture, et donc tous les secteurs qui sont liés à ça, qui sont des fournisseurs ou qui sont liés directement avec ces secteurs. On ne pense pas trop peut-être à ces secteurs. C'est des secteurs où il y a beaucoup de travail informel, où il y a du travail à temps partiel. Donc, on ne pense pas trop que ça va être des secteurs très importants. Mais maintenant, en voyant ces secteurs très touchés, presque en voie de disparition, on remarque que comment ces secteurs étaient très importants pour la création de l'emploi. Selon les estimations de l'OIT aussi, il y avait une grande perte de revenus liée au travail. Donc, on estime que presque 10% étaient perdus par rapport à la même période en 2019, ce qui représente autour de 5,5% du PIB global. Donc, c'est une énorme perte. Et puis, bien sûr, on n'est pas encore loin du fin de cette perte, cet impact économique. Et puis bon, cette crise n'a pas seulement une dimension économique, c'est bien sûr le social qui nous intéresse. C'est les femmes qui sont les plus touchées par cette perte d'emploi. Les femmes qui occupent 70% des emplois dans les secteurs de la santé, par exemple, et l'aide sociale. Donc, c'est souvent eux qui sont au front de lutter contre la crise. Les travailleurs dans l'économie informelle, qui sont souvent aussi les travailleurs occasionnels ou temporaires, sont ceux qui vont être touchés énormément. Les jeunes travailleurs,
qui sont souvent affectés très par la fluctuation de demande. Même, en même temps, c'est aussi les travailleurs âgés parce que soit ils rencontrent des difficultés à trouver du travail, mais aussi qui sont touchés bien sûr par les risques de santé. Les réfugiés et les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques qui travaillent soit dans les foyers ou dans l'agriculture, qui sont touchés parce que c'est normalement des travailleurs aussi informels. Et finalement, la grande majorité des micro-entrepreneurs ou les travailleurs indépendants. On voit que ces travailleurs sont très touchés et c'est pas seulement parce qu'ils perdent de l'emploi, parce que c'est souvent des travailleurs qui ne sont pas couverts par la protection sociale. Ils n'ont donc pas les allocations de chômage, ils n'ont pas la protection de santé, par exemple, qui est très important actuellement dans cette crise. Alors, qu'est-ce que l'OIT a développé comme stratégie pour répondre à cette crise globale? Bon, il y a 4 axes qu'on a développés. La première axe, c'est de stimuler l'économie et l'emploi. Et ça se fait par des politiques macroéconomiques, par exemple une politique budgétaire active. Donc, comme on a vu, beaucoup de pays, par exemple la Grande-Bretagne, mais aussi les États-Unis, qui étaient pendant des années contre la dépense publique, qui étaient absolument persuadés que l'austérité était la politique à poursuivre pour baisser la dette publique. Tout d'un coup, ils ont décidé de dépenser énormément de leur budget public pour investir, pour parfois sauver certaines industries, pour faire des allocations de chômage importantes. Donc, ça, c'était peut-être la première grande changement de politique dans le monde. Tous ces pays qui ont prêché l'austérité pendant des années, y compris la Banque mondiale, ont tout d'un coup découvert que c'était complètement possible de trouver des fonds pour dépenser dans des secteurs très négligés pendant le passé, comme la santé et l'éducation, par exemple, pour lutter contre la pandémie. Il y a des pays qui renoncent aussi à certaines recettes. Par exemple, ils font des exonérations fiscales pour certaines entreprises, pour les indépendants, pour micro-entreprises. Ça, c'est un autre moyen de donner une aide à des gens qui souffrent actuellement. Il y a des garanties et des prêts, par exemple. Il y a des prêts financés par le budget public. Et puis, il y a aussi, de plus en plus, on parle ce qu'on appelle des fonds souverains. Donc, quand des pays disposent, par exemple comme le Canada, des ressources importantes, du pétrole, de l'huile, des minéraux, du forêt, etc., que ces assets sont utilisés dans une manière publique pour générer des fonds, justement pour des services publics qui sont actuellement très importants. La deuxième axe est pour justement soutenir les entreprises. Donc, on a déjà parlé de certaines mesures comme les prêts, des exemptions fiscales, mais il y a aussi des mesures qui sont prises au niveau de l'entreprise qui pourraient être intéressantes pour justement sauver au maximum les emplois. Donc, les réductions de temps de travail, par exemple, pour permettre que des travailleurs partagent des heures de travail qui sont disponibles, des subventions salariales qui sont données directement par une entreprise à des travailleurs qui ont perdu des heures de travail. Il y a le recours au travail partiel ou temps partiel. Il y a même des subventions aux employeurs qui sont données pour réintégrer certains employés placés en chômage technique, par exemple, ou des subventions pour
la formation, la réformation de certains travailleurs. On sait, par exemple, dans certains secteurs, dans certaines branches comme les croisières, les grands bateaux qui croisent, ça ne va pas reprendre pendant un moment. Donc, pour ces travailleurs, c'est très important de donner des opportunités pour se réformer, pour peut-être travailler dans la santé ou d'autres branches qui sont actuellement en croissance. La protection sociale, on a discuté, ça fait aussi une grande partie d'une stratégie pour justement protéger les emplois. Les personnes qui perdent leur poste, ils ont quand même besoin d'un revenu, donc la protection sociale peut jouer un rôle là, donc les allocations de chômage, mais aussi les bénéfices, par exemple, pour la santé. C'est très important actuellement que les gens puissent aller à des centres médicaux, par exemple, pour se faire tester ou pour se faire soigner, parce que c'est vraiment maintenant qu'on veut éviter que les gens qui sont malades ou se présentent malades vont au travail. Pour la même raison, la protection sociale en cas de maladie, par exemple, devient très important. On sait que dans beaucoup de branches où le travail est relativement informel, les gens vont au travail même s'ils sont malades, justement parce qu'ils ont peur de perdre leur gain. Ils ont besoin, ils n'ont pas le choix, ils vont au travail. Et ça, c'est bien sûr fatal si on veut briser la chaîne d'infection. Donc, c'est très important que les travailleurs, eux, ils ont aussi cette protection. Ils ont aussi besoin d'une protection en cas ils ont besoin de prendre congé, par exemple, pour soigner leur famille. Ça touche notamment les femmes qui ont traditionnellement encore dans beaucoup de pays le rôle double de travailler, mais aussi de soigner la famille. Et s'il y a le choix entre le travail et de s'occuper des membres de la famille qui sont malades, on veut bien sûr qu'ils ont ce choix, qu'ils peuvent aider leur famille qui souffre peut-être à cause de la pandémie. Voilà, donc ça c'est un peu l'axe soutenir les entreprises et les emplois et la protection sociale. Nous avons une troisième axe, comme que j'ai déjà mentionné, ça c'est la protection physique des travailleurs sur leur lieu de travail. Donc, c'est le renforcement des mesures de sécurité et de santé. Là, l'OIT a plusieurs conventions qui contiennent des principes très importants, y compris, par exemple, l'obligation de l'employeur de donner à ses travailleurs tout le matériel nécessaire pour se protéger. Donc, ce fameux PPE, donc l'équipement pour la protection personnelle, c'est devenu très important. Comme vous savez, au début de la crise, par exemple, dans le secteur de santé, beaucoup d'infirmières et médecins n'avaient pas accès à des masques, ils n'avaient pas accès à des robes protectrices pour se protéger. Donc, ils ont dû soit-ils acheter eux-mêmes ou se fabriquer eux-mêmes. Et ça, c'est un principe très important. C'est l'obligation de l'employeur. Ce n'est pas l'obligation de l'employé de fournir cette protection. Mais il y a bien sûr aussi des obligations, il n'y a pas que des droits, il y a des obligations aussi pour les travailleurs de suivre les instructions. L'employeur est obligé de former les travailleurs dans l'utilisation de cet équipement, mais les employés et les travailleurs ont besoin de suivre les instructions aussi. Il y a aussi, par exemple, le droit de se retirer des situations dangereuses. Donc, ce principe était conçu, bien sûr, pour les grandes fabriques. Par exemple, si on travaille dans la fabrication de l'acier et puis il y a voilà, une four qui est en train d'exploser, les travailleurs ont le droit de se retirer tout de suite de cette situation sans répercussions sur leur travail. Mais maintenant, dans cette situation de pandémie, ça s'applique aussi. Si on est dans une situation, par exemple, si un enseignant
est devant une classe et puis il y a visiblement certains étudiants qui sont malades, qui sont peut-être infectieux ou qui ne portent pas une masque ou ne prennent pas les mesures pour protéger eux-mêmes ou les enseignants de cette situation. Nous, en tant qu'OIT, mais aussi avec l'UNESCO, on a développé le principe qu'en fait, l'enseignant a le droit de se retirer de cette situation jusqu'au moment que cette situation se résout. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect sécurité et santé au travail. J'aimerais juste ajouter que aussi la santé mentale reste quelque chose de très important dans cette pandémie. Je ne sais pas combien de vous êtes coincés avec votre parent pendant plusieurs semaines à la maison. Moi, j'étais coincé avec mes enfants à la maison pendant plusieurs semaines. Donc, ça commence à grogner un peu sur l'esprit. On sait que dans beaucoup de métiers maintenant, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse mentale. Et donc, cet aspect est très important aussi dans la protection des travailleurs. Voilà, il y a aussi, bien sûr, des autres modalités de travail qui sont maintenant en mode, le télétravail, comme on fait maintenant. Actuellement, pour cette conférence, est devenu à la mode et puis ça va avoir un impact, je vais parler de ça plus tard, un grand impact sur le monde du travail. Je vais aussi mentionner que l'aspect de discrimination et exclusion est aussi important à soulever. Nous avons vu, je ne sais pas si c'est un cas dans l'éducation, mais dans le monde de santé, par exemple, le nombre des infirmières qui sont même attaquées directement, qui sont harcelées parce qu'ils sont perçus comme porteurs du virus, c'est effrayant. Et puis, donc, on travaille aussi pour éliminer la discrimination, cette stigma d'avoir travaillé avec des gens qui ont du COVID, par exemple. C'est aussi un aspect très important dans le monde du travail. Et finalement, le quatrième axe, c'est le dialogue social. Donc, c'est d'assurer que les partenaires sociaux et les gouvernements, les ministres du Travail, ont aussi un rôle dans le développement des politiques pour protéger ou lutter contre la pandémie. Ça paraît évident, mais on sait qu'au début, quand il y avait les premières mesures d'urgence dans la crise, il n'y avait pas beaucoup de dialogue social. On voit ça, moi, je vois ça surtout dans le domaine d'éducation, où il reste beaucoup de conflits entre, par exemple, les syndicats des enseignants et les gouvernements qui sont sous forte pression d'ouvrir les écoles ou maintenir ouvertes les écoles, et les syndicats des enseignants qui ont des soucis par rapport à la santé et sécurité des enseignants. Dans d'autres secteurs, par exemple la vente, le commerce des aliments, on a vu on a vu plus de dialogue social. C'était très intéressant parce que ces travailleurs, les gens qui travaillent dans les supermarchés, par exemple, c'est une catégorie de travail qui n'a pas eu un très grand statut auparavant. C'était souvent des travailleurs avec des conditions difficiles. Ce n'était pas bien payé. Il y avait beaucoup de contrats de courte durée ou même des contrats très flexibles, ce qu'on appelle on-demand work, donc des gens qui travaillaient, qui devraient rester en disponibilité pour leurs travailleurs, pour leur employeur, mais après qu'ils ont dû se rendre au lieu de travail quand il y avait une demande. Et puis, on a vu pour la première fois dans certains pays que ces travailleurs ont pu obtenir des meilleures conditions de travail, même des augmentations de salaire, parce que c'était reconnu que ce travail était essentiel pour que les gens puissent survivre pendant les clôtures, pendant la pandémie, mais aussi que c'était un travail dangereux d'une manière, parce qu'ils ont une proximité avec le public. Et puis, surtout dans certains secteurs, dans les boucheries, par exemple, la pandémie s'est propagée très vite. Donc là, il y avait un meilleur dialogue social entre les entreprises
et les travailleurs, on a eu mais très tôt certains accords dans les grands supermarchés, par exemple, pour assurer qu'ils ils restent ouverts et puis ils avaient assez de travailleurs pour assurer une sécurité de nourriture. Voilà, ça c'est un peu l'approche qu'on fait. On travaille souvent aussi avec l'OMS à côté pour développer certaines normes sur le travail. On travaille avec nos autres partenaires comme par exemple UNESCO ou l'Organisation internationale maritime à Londres pour développer des normes très spécifiques sur les branches. Il y a bien sûr aussi une coopération avec le reste du système onusien et la Banque mondiale pour aussi développer des politiques économiques euh, qui répondent à la pandémie en adressant l'inégalité et la pauvreté. On a vu bien sûr que dans certains pays, ces mesures de sauvetage à la fin, les dépenses publiques ont simplement visé les grandes entreprises. Donc, c'était en fait déjà les bien gagnantes qui ont gagné plus. Et donc, on recommande des politiques qui assurent aussi que voilà, excuse-moi, les dépenses publiques touchent aussi les pauvres, les gens qui en ont vraiment besoin et qui n'exacerbent pas les inégalités qu'on a vues déjà en avant. Alors, quels sont juste pour vous maintenant laisser avec quelques questions sur la gouvernance internationale. Donc, je dirais que la pandémie avait en fait été un défi pour la gouvernance internationale parce que là, je crois que la réaction de beaucoup de pays au début, c'était voilà, on ferme les frontières et puis on essaie par nation de trouver des solutions. Donc, on voit justement à l'OMS, comme les États-Unis, par exemple, s'est retiré de cette organisation. Et puis, c'est, je crois, aussi une réaction un peu émotionnelle de, voilà, c'est nous d'abord et puis l'international après. Mais je dirais que, et puis cette réaction est normale. Hein, je crois qu'il n'y a rien à critiquer, que chaque pays doit trouver ses moyens nationaux, ses mesures nationales d'abord pour trouver des moyens de lutter contre la pandémie. Mais la gouvernance internationale reste quand même très importante. On verra, par exemple, pour l'accès à la vaccine, si jamais il y a une vaccine, cette politique doit assurer qu'en fait, tout le monde a accès à ça, pas simplement certains pays, parce que bien sûr, s'il reste des populations grandes qui ne sont pas vaccinées, ça ne va pas éliminer le virus de ce monde. On a vu que, comme j'ai dit, le télétravail qui maintenant se répand partout va aussi soulever des questions de gouvernance et des droits de travail très importants. On voit déjà les premières entreprises qui se disent, bon, c'est super ce télétravail, on peut maintenant peut-être garder tous les travailleurs à la maison, ce qui arrange beaucoup de monde, ça m'arrange aussi, j'aime bien travailler en pyjama. Mais bien sûr, les syndicats vont en premier dire, oui, mais comment est-ce qu'on va organiser ces travailleurs? C'est beaucoup plus difficile d'organiser des travailleurs qui sont chacun à la maison, peut-être même dans un autre pays, qui vont se atomiser de plus en plus. Et tout d'un coup, ça va être beaucoup plus facile pour les entreprises, pour les employeurs de les diviser et simplement négocier individuellement avec les travailleurs et pas collectivement. Le télétravail, comme la télééducation, est aussi dominé par certaines entreprises de technologie très, très grandes qui vont de plus en plus aussi avoir un pouvoir dans tout ce qui se passe dans le monde du travail, donc la gouvernance de ces technologies, qui a accès, qui peut gérer le contenu, etc., va aussi demander, je crois, une gouvernance forte, nationale, mais aussi internationale. Et puis finalement, peut-être une devise qui s'est répandue maintenant, c'est cette idée de building back better, de reconstruire mieux. Est-ce que cette pandémie est une occasion de repenser notre modèle économique? J'espère que oui, même si je crains qu'après la vaccine, peut-être ça retombe
un peu ce qu'on a vu après la dernière pandémie en 1918, que les gens se réjouissent et puis ils font une grande, voilà, une grande orgie de consommation. J'espère que c'est aussi une opportunité de vraiment prendre cet argent qui est maintenant disponible pour les investissements publics pour faire une reconstruction des économies qui est basée sur le développement durable, sur l'environnement et bien sûr aussi sur la construction d'emplois dans les secteurs publics comme l'éducation, la santé et surtout qui vise aussi à éradiquer un peu les inégalités qui se sont instaurées dans beaucoup d'économies autour du monde dans les dernières 20 ans. Alors, je vous laisse avec ces paroles. Je crois qu'il y a une possibilité de prendre des questions. Il y a une Q&A et un chat, mais je laisse ça à vous de me guider. Je fais. Merci. Merci, Oliver. Pour faciliter, dans le fond, la prise des questions, on va utiliser, je le dis pour tous les participants et les participantes, les questions-réponses. Donc, si vous voulez écrire vos questions dans le question-réponse, je vais les présenter à Oliver pour que tout le monde puisse les entendre. Il pourra donner les réponses qui conviennent. Regrouper aussi, je pense qu'on va commencer par les 3 premières et ça permettra, Oliver, que vous puissiez faire des liens probablement entre les différentes questions. Il y a d'abord une question qui vous demande si les normes du travail traitent ou couvrent déjà les modalités de télétravail ou travail à domicile, que ce soit dans les temps de pandémie ou de façon générale, selon les normes qui existent. Et quel est, selon vous, l'impact institutionnel à long terme de la tendance du télétravail et les approches, les positions des membres de l'OIT sur cette question-là? Comme vous êtes une organisation tripartite, j'imagine que les membres de l'OIT ont dû déjà aborder ces questions-là. Qui est peut-être un peu en lien, vous ferez ou pas le lien selon votre choix et vos connaissances. On vous demande comment la présence des entreprises privées a influencé les politiques de gestion de l'OIT sur la pandémie à l'heure actuelle. Une autre question qui touche aussi au télétravail. Avec le télétravail qui est de plus en plus généralisé, quels sont les moyens qui peuvent être pris pour s'assurer que les droits des travailleurs sont respectés? J'arrêterai avec ces 3-là, le bloc de ces 3-là pour commencer, étant donné qu'elles rejoignent des sujets qui se recoupent. Merci. OK, donc je vois aussi les questions, ça m'aide aussi. Alors, c'est des excellentes questions d'abord, alors merci. Alors, ce qui concerne le télétravail, je crois que c'est un nouveau phénomène. Bon, ce n'est pas un nouveau phénomène, mais c'est un phénomène qui est beaucoup plus important maintenant. Et puis, c'est clair que notre organisation et nos mandants, notre constituants doivent faire face à ce phénomène avec tous ses bénéfices, mais aussi avec tous ses désavantages aussi. Il y a déjà certains principes qui sont très importants, qui sont déjà dans nos normes internationales de travail. Donc, le premier, c'est que les droits fondamentaux de travail s'appliquent à tous les travailleurs. Je n'utilise pas le mot employé, parce que ça n'a pas une importance quelle relation de travail ces travailleurs ont avec l'employeur. Donc, même les indépendants, même les gens qui travaillent via une plateforme, par exemple, même les gens qui sont engagés comme consultants ou des indépendants, certains droits fondamentaux sont garantis. Donc, bien sûr, discrimination, on ne peut pas avoir le travail forcé, le travail des enfants, mais aussi, d'une certaine manière, liberté syndicale. Cette question est devenue complexe parce qu'il y a certains pays, y compris l'Union européenne, qui dit en fait, s'il y a des indépendants qui se réunissent comme syndicats, ce n'est pas vraiment un syndicat, c'est un cartel. C'est comme si, par exemple, des petites entreprises se réunissent pour
fixer des prix, par exemple. Et cette discussion est devenue un peu complexe et beaucoup a un rapport avec le pouvoir individuel des travailleurs. Donc, c'est clair que, par exemple, on a eu un cas, par exemple, dans le domaine culture. Si on est acteur, si on est, par exemple, quelqu'un qui fait l'interprétation dans les films, par exemple, vers le français ou vers l'anglais, le dubbing, en fait, on est une petite entreprise. On est un comédien et puis on a sa petite entreprise et en fait, c'est le comédien qui est l'entreprise. Mais ces gens-là, par exemple, étaient exclus de faire une négociation collective avec les grandes entreprises des médias. Et l'OIT a en fait encouragé un changement, c'était en Irlande ce cas. L'OIT a eu un cas donc, qui a convaincu les autorités, par exemple en Irlande, de commencer à faire certaines exceptions de cette anti-competitiveness, de cette loi contre l'anticompétitivité, pour permettre, dépendant au pouvoir du travailleur, de se réunir même si en indépendance. Donc, je crois que ça, c'est un principe qui va être très, très important si on fait le télétravail. Il y a aussi une convention qui est très importante, c'est la Convention sur le travail à la maison. C'est la Convention 177 de 1996 qui touche, en fait, c'était une convention qui était conçue pour le travail à la maison classique. Donc, vous savez, donc, dans beaucoup de branches, par exemple le tissu ou la création des vêtements, il reste dans beaucoup de pays, mais même en Italie, il reste des travailleurs qui travaillent à la maison, qui font leur travail à la maison et qui donnent leurs produits après à un distributeur. Donc, c'est quelqu'un qui organise ce travail et qui le distribue à des foyers, à des centaines de foyers dans une région. Mais maintenant, avec le télétravail, ces conventions s'appliquent aussi. Donc, si quelqu'un est la pandémie, bien sûr, c'est une contrainte, une force majeure. Donc, ce n'est pas un télétravailleur, ce n'est pas un home worker si on est voilà, 3 mois à la maison à cause de la pandémie. Mais si ça s'installe, que voilà, maintenant vous êtes employé d'une banque, mais on dit voilà, il n'y a même pas un bureau, vous restez à la maison, vous faites votre travail via notre ordinateur à la maison, vous êtes de facto une home worker. Et donc, tous les autres droits qui vont avec cette convention vont s'appliquer, par exemple, la sécurité et santé au travail, le droit à des heures de travail. Donc, on n'est pas obligé de travailler 24 heures sur 24 heures parce que c'est maintenant disponible sur l'ordinateur, le droit au congé, etc. Donc, ces questions vont devenir très importantes. Voilà, donc je crois que sur ces principes, j'espère que ça répond un peu déjà sur les questions. Ce qui concerne les entreprises privées, bon, juste pour préciser que les entreprises privées individuelles ne sont pas à l'OIT. Ils sont représentés, si vous voulez, par des organisations, des employeurs. Donc, c'est déjà des organisations normalement démocratiques qui sont donc des représentants élus qui représentent le patronat en fait d'un pays. Donc c'est un peu différent. Donc c'est pas comme Microsoft par exemple nous gérer directement, mais si eux ils sont impliqués dans le patronat, et je dirais que voilà les impacts de ces patrons ça varie. Il y a certains sujets qui sont très très sensibles et ça lie à l'autre sujet, par exemple le travail indépendant, ce qu'on appelle les nouvelles formes d'emploi. Donc, on sait que le modèle d'être embauché pour un contrat illimité avec une entreprise où on va rester pendant 30 ans pour après prendre sa retraite, c'est en voie de disparition. De plus en plus, les gens vont changer de travail, ils vont rester peut-être indépendants, peut-être en quelques temps, etc. Donc, bien sûr, ça arrange le patronat. C'est quelque chose que les syndicats luttent un peu contre. Ils préfèrent l'ancien modèle d'employé de plus en plus. Et puis, on est donc dans un peu une situation où on doit naviguer ce nouveau monde de travail. Je ne crois pas que ça va revenir. Tout le monde a un emploi permanent pendant toute leur vie. Mais on veut que voilà, cette nouvelle forme de travail, les gens qui sont flexibles, qui travaillent comme indépendants, etc., bénéficient quand même de certaines protections essentielles en tant que travailleurs.
voilà, peut-être on passe au deuxième volet. Merci, Oliver. Il y a deux questions à la suite qui vous renvoient un peu vers les pays en développement. D'un côté, il y a Chloé qui vous demande, à la lumière de la pandémie et de ses effets secondaires économiques sociaux, quels effets vous anticipez pour la mise en œuvre du plan de l'OIT puis d'ACTRAV pour créer des emplois éthiques et écologiquement durables? Est-ce que vous prévoyez que la pandémie va avoir un effet? Dans quel sens? Sur votre travail dans ce domaine-là. Et Mohamed vous demande qu'est-ce qui pourrait être fait de plus par l'OIT en matière de recommandations pour la protection des travailleurs du secteur de la santé dans les pays en développement contre les effets de la pandémie. OK, merci. Alors, non, c'est une très, très bonne question et ça touche cette idée, qu'est-ce qu'on va faire avec le Build Back Better, la meilleure reconstruction. Et je crois que c'est là que l'ONU joue un rôle très important, mais aussi vous, parce que pour créer un discours, pour créer une atmosphère dans laquelle les gens vont dire non, bon, maintenant la pandémie est finie, il faut simplement reconstruire l'économie comme elle était, telle comme elle était avant, pour s'enrichir, ça va être le réflexe. Et puis, je crois que c'est très important d'encourager maintenant le courage de dire, voilà, on va faire différemment. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a certains secteurs qui sont actuellement dans une grande crise, par exemple les textiles. Les textiles, les vêtements, je ne sais pas, il y a H&M au Canada, il y a plein de fabricants de ce genre de vêtements qui créent des millions d'emplois en Asie, par exemple. C'est très, très important. Donc, absolument, ça c'est des branches qui sont très importantes pour la vie des millions de personnes. Mais le problème, c'est que maintenant, avec le COVID, non seulement les gens n'achètent plus parce qu'ils n'ont pas besoin, et c'est moins intéressant la mode. Si on doit rester à la maison, on ne peut pas sortir dans la boîte. Et puis, il y a aussi maintenant une réalisation des dégâts environnementaux de cette fast fashion, en fait. Un T-shirt, par exemple, pour le produire, ça demande 2000 litres de l'eau juste pour produire, et après, ça met des chimiques, des trucs très toxiques dans les eaux en Bangladesh, en Inde, etc. Donc, il faut bien sûr arrêter ce genre de production. Des gens, pour les ados qui achètent un nouveau T-shirt chaque week-end, c'est fini. Donc, maintenant, cette branche est en train de se réimaginer. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec le recyclage? Est-ce qu'on peut faire les choses avec une mode deuxième main? Est-ce qu'on peut faire la mode qui est durable, c'est-à-dire on s'achète des choses qui sont plus chères, mais qui durent pendant 10 ans? Est-ce qu'il y a un modèle économique là qui est intéressant? Et puis, voilà, ça c'est le genre de questions que nous, les Onusiens ici, on ne peut pas répondre. Je crois que c'est plutôt les jeunes qui vivent ça, peuvent encourager les politiciens à vraiment prendre au sérieux. Et ça veut dire non seulement changer cette branche pour que ça devienne plus durable, mais aussi trouver des solutions après pour les gens qui sont touchés. Parce que si tout le monde devient très écolo, on s'achète une fois chaque 10 ans un pull comme ma mère, les gens en Bangladesh, ils vont souffrir. Donc, il faut trouver aussi une autre branche pour eux, trouver des solutions là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que on doit tous réfléchir. J'ajouterais encore une chose qui est très importante, c'est le temps de travail. Parce que je crois que tout ce qui est écolo actuellement va demander un temps énorme pour mieux acheter, pour acheter éthiquement, pour faire le recyclage, pour s'acheter des aliments qui ne vont pas directement du supermarché, mais chez le fermier, etc. Je sais que là où j'habite, par exemple, la Suisse est obsédée par le recyclage. Donc, on doit tout recycler. On est même puni si on jette quelque chose dans la benne qui est recyclable. Il y a des amendes fortes. Donc, mais ça ajoute 2 heures à ma semaine pour récolter tout, pour trier tout, pour aller
centres de recyclage. Donc, les gens ont besoin de temps. Donc, réduire le temps de travail, pour moi, c'est une approche écologique très importante. Mais ça, il faut convaincre les politiciens, il faut convaincre les entreprises d'investir dedans, parce que c'est là où justement le international est très important. Parce qu'à la fin, ce qui va saboter tous ces efforts, c'est la crainte, la peur qu'il y a un autre pays où ils ne font pas ça. Et donc, ils vont tricher et puis ils vont produire plus efficacement, moins cher. Et puis donc, il y a donc cette race to the bottom, cette courbe vers le bas, si tout le monde pense comme ça. C'est pour ça l'argumentation internationale est importante. Il y avait aussi une question sur la ratification, si j'ai vu la ratification sur la 182. Donc, je vais passer vite à ça. Et une question sur les autochtones. Donc, la 82, c'est vrai, c'est universellement ratifié. C'est très bien, je trouve. On veut que les autres 7 conventions fondamentales soient ratifiées universellement. Parce que pour ces mêmes raisons, s'il y a un pays qui reste au dehors, il y a toujours la peur que, voilà, ils ont un avantage que nous n'avons pas. Donc, si tout le monde ratifie, après, il n'y a plus cette peur. Après, tout le monde est contraint par les mêmes normes. Et ça, c'est pour ça la ratification universelle est très importante. Sur les autochtones, je suis très content que quelqu'un trouve ça utile. C'est bien parce que l'OIT a une convention internationale du travail, la 169, qui est le seul instrument ratifiable sur les peuples autochtones au monde. Ce n'est pas ratifié par beaucoup de pays et je crois que le Canada ne figure pas parmi. Et il y a de bonnes raisons, on comprend, parce que s'il y a encore des problèmes à régler, on veut peut-être pas… Des mauvaises raisons, pardon. Voilà, voilà je ne dirais pas des bonnes raisons morales, mais voilà. Donc, mais c'est une convention très importante parce que ça ne touche pas même que le travail, ça touche vraiment beaucoup de facettes de la vie des peuples autochtones et tribaux, donc y compris leurs droits aux minéraux, y compris l'éducation, etc. Donc, je vous encourage de regarder ça et puis encourager le Canada à ratifier. Et je crois qu'il y avait encore une question. Oliver, sur la question autochtone, plus précisément, Laurence se demandait, parce qu'elle a consulté une note de synthèse de l'OIT et elle se demandait à qui sont adressées les notes de synthèse. Est-ce qu'elles sont représentatives du travail de l'OIT sur le terrain? Est-ce qu'il y a un accès privilégié de l'OIT aux interlocuteurs locaux, par exemple, étant donné que c'est le travail tripartite qui est prôné par l'OIT, est-ce qu'il y a un réel impact, dans le fond, de ce type de travail de note de synthèse sur le quotidien des populations? Oui, bon, je crois que c'est une question de l'impact en général. Donc, l'OIT peut juste promulguer ce genre de choses. On n'a pas une police, on n'a pas une moyen d'impliquer ça directement. Et je dirais que c'est les partenaires sociaux et les gouvernements sur le terrain. C'est surtout les partenaires sociaux qui vont bouger une affaire ou non. Donc, bien sûr, cette convention, par exemple, a été ratifiée par beaucoup de pays en Amérique latine, justement parce qu'il y avait des conflits très importants entre les peuples indigènes et les gouvernements. Donc, ils ont trouvé que c'était une moyenne très importante de créer des mécanismes de dialogue entre ces deux parties. Dans des pays où ce n'est pas un thème, où les syndicats, par exemple, ne prennent pas cette affaire, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, ce qui est important pour les groupes des peuples autochtones, c'est de s'engager déjà avec les syndicats, mais aussi, bien sûr, avec le patronat. Essayer d'avoir l'influence sur le ministre du Travail pour dire, voilà, on aimerait s'engager avec ces processus. Malheureusement, c'est comme ça. Nous, on fait la promotion, bien sûr, partout. On a des bureaux dans 50 pays, on a des bureaux régionaux, etc. On fait cette promotion parmi nos mandats, mais à la fin, c'est à eux de décider s'ils veulent mettre ça en œuvre ou non. Merci. Avant de passer aux questions suivantes, je me permettrais, parce que je ne sais pas pourquoi moi je ne peux pas en poser de questions, mais dans la mesure où vous travaillez particulièrement en coordination avec l'UNESCO,
Je voudrais revenir sur la question du télétravail, particulièrement dans les universités, avec une question spécifique qui a été soulevée par des collègues ici au Canada. Certains collègues soulignaient le fait que nos universités nous demandent de faire attention au contenu de nos cours sur Internet, étant donné que certains de nos étudiants sont dans des pays autoritaires ou dictatoriaux et pourraient subir de la répression. Est-ce que l'UNESCO et l'OIT ont réfléchi à cette question-là, parce que c'est quand même un grand enjeu pour l'avenir, pour la liberté académique, s'il faut que les contenus des formations universitaires soient adaptés à des publics qui sont sous régime dictatoriaux? Vous voyez un peu le problème que l'on voit venir. Wow, ça c'est une excellente question et je dois avouer, je n'ai même pas réfléchi à cet aspect. Je viens de sortir d'une réunion sur justement l'autonomie professionnelle des enseignants. On n'a pas soulevé cette question et c'est une excellente question. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une norme, une recommandation de 1997 de l'UNESCO sur les enseignants en formation supérieure, qui touche beaucoup sur ce qu'on appelle academic freedom, ou liberté académique. Donc, c'est vraiment un sujet très important pour l'UNESCO. Mais l'OIT travaille avec ce concept parce que nous, on est impliqués avec eux dans une sorte de commission de supervision sur cette recommandation et aussi une recommandation sur les enseignants en secondaire et primaire. Et puis, on a eu pas mal de cas comme ça. Liberté académique, même si on prend ça, on pensait que ce n'est pas un problème à l'Occident, ça devient de plus en plus sous pression. C'est incroyable, même dans les écoles secondaires. C'est le contrôle politique qui est maintenant possible à travers justement les technologies, mais aussi Internet groups, chat groups, des étudiants qui font rapport sur leurs enseignants parce qu'ils pensent qu'ils ont exprimé une position politique, ils disent ça, ils racontent ça à leurs parents qui après font des groupes de harcèlement sur des enseignants, etc. Ça devient un problème majeur. Donc oui, on est conscient de ce problème. Comment lutter contre ça? Je n'ai pas des réponses très claires actuellement parce qu'il y a des enjeux très, très difficiles. Je sais, par exemple, dans le domaine, dans la branche des médias, par exemple, c'est un peu similaire. On a beaucoup de journalistes, par exemple, qui sont harcelés, qui doivent lutter contre le fake news tout le temps. Mais en même temps, les mesures qui sont là pour protéger ces journalistes, de dire, voilà, quelqu'un qui harcèle un journaliste ou quelqu'un qui sème le fake news, on peut punir. C'est bien sûr aussi des outils qu'on peut utiliser contre les journalistes dans leur métier. Donc, et je crois que c'est un peu le même problème pour les enseignants. On peut penser à des politiques, des lois pour protéger soi-disant la liberté académique, mais en même temps, ces politiques peuvent aussi être utilisées après pour créer des normes de ce qu'on doit dire, ou qu'est-ce qu'il est acceptable, qu'est-ce qu'il n'est pas, etc. Donc, ça devient un terrain très dangereux. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, en conscient, mais merci pour cette ça nous rassure quand même que ça fasse partie des sujets de discussion. Il y a deux autres questions qui vous amènent sur des aspects plus institutionnels. D'une part, il y a Charlie qui vous demande, qui attire l'attention sur le cas de l'Union européenne, qui est, sa particularité de fluidité des frontières. Est-ce que vous pensez que la crise du COVID va avoir un effet plutôt de division ou de cohésion en Union européenne autour des questions de libre circulation, fluidité des frontières, etc. pour l'emploi? Et d'autre part, il y a Bénédicte qui vous demande, à votre avis, les avantages et inconvénients
du système particulier, du système tripartite de l'OIT, la structure institutionnelle, qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus? Est-ce que c'est un modèle qui permet plus de prise en compte que le modèle traditionnel des autres organisations internationales? Ou si ça peut aussi constituer des inconvénients? Dans la crise du multilatéralisme qui est révélée par la pandémie, est-ce que vous considérez que c'est un gain ou un outil supplémentaire que ce tripartisme ou plutôt une béquille? OK, merci. Bon, la question sur l'Union européenne est un peu difficile, je dois avouer, parce que je crois pas, on ne sait pas encore. Tout ce que j'observe actuellement, c'est actuellement, à part la Grande-Bretagne, il y a une relative cohésion entre l'Union européenne en ce qui concerne les fermetures des frontières, etc. C'est fait maintenant plutôt par région, par zone d'infection. Ils essaient d'encourager quand même une sorte de fluidité de mouvement. Pour la préservation de l'emploi, pour l'instant, je crois que tout le monde est tellement touché qu'il n'y a pas la peur que voilà, un certain pays va envahir l'autre pour prendre les boulots. En fait, je n'ai pas ce sentiment, mais bon, j'ai non plus une grande base de données pour vraiment voir ça. Je sais ici en Suisse, par exemple, il y avait un référendum il y a juste une semaine pour restreindre encore le nombre des immigrants en Suisse et c'était rejeté assez vigoureusement. Donc, au moins ici en Suisse, il n'y a pas encore cette peur complètement nationaliste que voilà, il faut fermer les frontières. Voilà. Sur l'OMS et la coopération, c'est une bonne question. Est-ce que le tripartisme, ça ajoute quelque chose ou non? Et puis, c'était très intéressant parce que l'OMS, bien sûr, a très vite réagi à la pandémie. Ils ont promulgué pas mal de guidances, pas mal de recommandations, même dans certaines branches économiques. Mais souvent, c'était fait sans les représentants de cette branche, sans le patronat, sans vraiment les syndicats. Et puis, il y avait des frictions à cause de ça c'est clair. Il y a encore des grands débats, par exemple, de qu'est-ce qui représente vraiment des pratiques sûres dans des lieux de travail où il y a beaucoup de personnes dans la même salle. Quelles sont les distances à respecter? Est-ce que le virus est transmissible par des particules aérosolisées? Est-ce que les masques ou quel type de masque est important, etc. C'est clair, par exemple, les syndicats vont avoir un point de vue plutôt sceptique sur beaucoup de ces questions. C'était rigolo, j'étais dans une réunion sur le sport et puis il y avait un sport, je ne vais pas nommer le nom, mais c'était la fédération de ce sport, donc les employeurs, qui a montré que quand un groupe d'hommes qui se jettent tous dans un grand tas sur un ballon, ils ont fait une étude, ils ont commissionné une étude qui prouvait qu'en fait, il y avait très peu de risques de transmission du virus. S'il y a une dizaine d'hommes qui sont tous entassés pour s'arracher le ballon, que le risque n'était pas là. Et bien sûr, les syndicats n'ayant pas été présents ne pouvaient pas dire « mais non, ça c'est une bêtise que vous racontez là ». Si on a peur des gens au resto, on devrait avoir peur des gens qui s'empilent pour… c'est une profession très dangereuse en fait. Donc là, on est gagnant. Par contre, c'est clair que si les partenaires sociaux ne sont pas du tout d'accord sur une affaire, on est aussi très restreint. C'est-à-dire là, on est parfois bloqué. Mais je dirais sur les questions de santé et sécurité du travail, normalement, il y a une bonne coopération entre le patronat et les travailleurs parce que c'est en fait un intérêt commun. Ça ne sert à rien pour un patron d'avoir des travailleurs malades. Merci.
Il y a Pierre Martel qui vous soumet deux questions. D'abord, est-ce que l'OIT produit régulièrement des rapports de vérification de la conformité des États à des normes établies par l'OIT? Vous nous avez parlé tout à l'heure du fait que les États faisaient rapport. Est-ce que l'OIT, elle, fait des rapports sur la performance des États, d'une part? Ensuite, je vous ai entendu parler de 4 axes stratégiques de l'OIT ici au Canada. Je crois que les institutions publiques se penchent dans leur champ de compétences sur ces questions pour le court et le plus long terme. À l'heure actuelle, on a l'impression que les États affirment un certain retour à la souveraineté étatique au détriment du multilatéralisme. Excusez-moi. Quelle est donc la valeur ajoutée de l'OIT dans un tel contexte? Merci. Donc, oui, les rapports de vérification, je crois qu'on a parlé un peu de ça. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une convention internationale du travail est ratifiée par un pays, ils sont obligés d'abord de soumettre ils sont obligés de soumettre un rapport régulièrement à l'OIT, comment ils appliquent cette convention. Et c'est là, justement, les partenaires sociaux, s'ils ne sont pas d'accord, ils ont aussi le droit de dire non, on voit des problèmes ici. Ce qui se passe après, il y a une commission d'experts qui se réunit chaque année à l'OIT, qui revoit ces rapports, qui fait des commentaires. Parfois, c'est des trucs très techniques. Pour mieux appliquer une convention, il faut juste peut-être ajuster votre code de travail pour permettre telle et telle disposition technique. Mais dans les cas graves, ces cas sont après soulevés et discutés devant la Conférence internationale du travail qui réunit 5000 délégués chaque année, qui sont des représentants des gouvernements, des travailleurs et des entreprises. Et je dirais que on dirait, bon, ils sont obligés de se présenter après devant cette commission. Il y a quand même une sorte de puissance dans ces commissions parce que maintenant, avec tout ce qui est disponible sur Internet, on sait que il y a de plus en plus le corporate governance, comment s'appelle ça, la corporate social responsibility. On voit qu'il y a des pays qui ont commencé à promulguer des lois. Par exemple, l'Europe est en train de développer une norme sur leur chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire les pays doivent bien voir que les produits qui sont vendus dans leur pays ne sont pas fabriqués par des enfants ou par des travailleurs forcés, etc. Donc, si un pays figure maintenant dans des cas qui sont soumis à l'OIT devant la commission de normes, ça leur gêne parce qu'ils ont peur qu'après qu'il y ait des fuites des grandes multinationales qui vont dire non, je ne veux pas aller dans ce pays parce qu'il y a des problèmes, qu'ils vont avoir une révolte des consommateurs, qui vont avoir des problèmes justement avec ce genre de lois. Donc, je crois que ces procédures de supervision sont un peu plus puissantes maintenant qu'avant. Juste pour avoir une preuve, j'ai assisté plusieurs fois à cette commission, j'ai travaillé dedans, et puis c'est étonnant comment les pays prennent ça au sérieux. Ils envoient le ministre pour répondre. On a eu même des scènes d'intimidation dans la salle, au café de bar, où les gens ont essayé de supprimer autres délégués pour assurer que ce cas ne soit pas repris, etc. Donc, ils prennent ça très au sérieux. Et on a eu certains cas très fameux, par exemple le travail forcé en Myanmar ou la liberté syndicale en Pologne, un peu dans la période communiste, etc., qui ont montré un peu la puissance de ces mécanismes de supervision. Deuxième valeur ajoutée, bon, ça c'est toujours la question qu'on se pose. La valeur ajoutée, c'est, je crois, un peu comme j'ai dit avant, c'est bien sûr, c'est les pays qui vont faire la majorité du travail. C'est eux qui vont trouver les réponses à la pandémie. Mais c'est la coordination internationale finalement qui est importante parce que le virus ne va pas disparaître dans un pays, mais on peut le laisser traîner partout ailleurs. Et deuxièmement, s'il y a des mesures à prendre pour protéger les gens qui vont avoir un effet sur la productivité, par exemple, ou pour mieux construire après, si on se dit, voilà, on va réduire la consommation, mais on veut que
les gens dépensent leur argent dans une autre manière, par exemple dans la culture, ou qui passent une partie de leur temps à recycler ou d'acheter plus éthiquement, etc., il faut leur donner plus de temps. Mais on peut faire ça que simplement si d'autres pays font la même chose. C'est un consortium des pays qui font ça, qui disent, voilà, c'est la nouvelle norme qu'on adopte. On ne va pas tricher, on ne va pas dire, voilà, on est moins cher parce qu'on travaille 80 heures par semaine. C'est seulement commence avec cette solidarité internationale qu'on peut vraiment améliorer les choses. Donc, ça reste très important. Mais bien sûr, les organisations internationales restent que puissantes si on y croit. Si on abandonne, si on dit bon, on veut que des solutions nationales, on s'en fout de ce qui se passe dans les autres pays, bien sûr, ça va disparaître. Donc, dans ce moment-là, on n'aura pas une grande valeur ajoutée. Merci. Comme il n'y a pas pour le moment de nouvelles questions, j'aimerais bien vous ramener sur une question qu'on a abordée tout à l'heure, mais vous poussez un peu plus loin, c'est la question de l'économie informelle. Dans la mesure où on sait que les multinationales, les transnationales ne représentent en fait au plan mondial que 4 de l'emploi, on va arrêter de penser qu'ils sont des fournisseurs d'emplois importants. Ça veut dire qu'il y a une part très importante de l'emploi qui est en dehors de ce cadre-là. Et dans les pays du Sud, une part importante de l'économie reste informelle. C'est même une étude de l'OIT au début des années 2000 qui se surprenait elle-même de l'importance du secteur informel malgré la mondialisation. Or, les gens des secteurs informels sont affectés différemment sur la question du COVID. Quelles sont les poignées que peut avoir l'OIT pour attirer l'attention puis essayer d'améliorer les conditions de vie de ces populations-là? OK, très bonne question. Donc, la politique officielle de l'OIT, c'est la formalisation. Donc, c'est-à-dire au maximum, trouver des moyens, créer un climat, des procédures qui permet aux gens qui sont informels maintenant de se formaliser, soit-ils comme entrepreneurs, soit-ils comme petite entreprise, voilà, soit-il comme indépendant. Et c'est bien sûr dans l'entrée d'eux, c'est l'entrée de l'État parce qu'ils ont après plus de travailleurs à taxer. C'est comme ça, ils peuvent s'organiser. Pour les syndicats, il y a aussi ils sont gagnants parce qu'ils ont maintenant, c'est plus facile d'organiser. Mais bon, il reste beaucoup d'obstacles, c'est clair. Il y a une certaine partie des gens qui ne veulent pas se formaliser pour des raisons simplement de survie. Ils pensent qu'ils peuvent vite gagner plus vite informellement. Il y a une réticence, il y a une difficulté des syndicats d'organiser ces gens-là, même s'il y a des grands efforts, par exemple en Inde, d'organiser les informels, les gens qui travaillent dans l'informel. Donc voilà, c'est un grand champ encore à construire. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'on sait qu'un certain nombre de droits qui sont donnés par les normes internationales de travail s'appliquent aussi à des travailleurs informels. Donc, ce statut n'empêche pas que, voilà, on a une protection, on devrait avoir une protection, liberté syndicale, contre la discrimination, contre, voilà, travail forcé, d'autres droits fondamentaux qui sont là pour tous les travailleurs. Voilà un peu notre approche. OK, mais dans la pandémie, plus spécifiquement, vous avez donné l'exemple de l'Inde. Je viens faire du millage sur la question de l'Inde. On a bien vu dans les reportages la difficulté que représentait la mise en œuvre en Inde de mesures comme ce qui avait été pris, comme le confinement, comme dans les pays occidentaux. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques que l'OIT a fait en direction de ces pays-là pour le traitement des travailleurs informels? OK. Honnêtement, là, vous dépassez un peu mon expertise. Je dois rechercher si on a fait vraiment des trucs précis nationaux sur cette question. Bien sûr, vous avez toute raison. C'est le défi. Comment atteindre ces travailleurs qui ne sont pas dans une structure, qui ne sont pas... on ne peut pas contraindre avec des mesures qui sont liées au lieu de travail directement aux employeurs. Tout cela dit, il ne faut pas non plus sous-estimer combien de structures sont déjà là pour ces travailleurs. Donc, dans l'agriculture, par exemple, il y a des structures
pour les gens dans l'agriculture. Et je crois que le défi, c'est de comment transmettre ces recommandations, ces mesures pour les protéger à ces structures et pas seulement à voilà, les structures formelles de travail. Par exemple, les antennes d'agriculture qui existent en Afrique, les organisations qui organisent les vendeurs dans les rues en Inde, etc. Mais je serais content de vous transmettre des informations encore plus précises si je peux faire quelques recherches, quelques devoirs. Sylvie, est-ce que je peux poser une question peut-être? Oui, tout à fait. Oui, donc merci beaucoup Olivier là, pour la présentation. Moi, j'ai une question pour aller un petit peu peut-être plus en profondeur sur la relation entre l'OMS et l'OIT. Tu sais, quand nous, avec nos étudiants, on a regardé un petit peu l'historique des relations entre l'OMS et l'OIT. Puis, évidemment, ça peut être assez fluctuant. Là, vous le savez mieux que nous, mais il y a eu quand même pas nécessairement des conflits, mais des oppositions quand même historiquement entre les deux organisations. Je pense que l'exemple un peu le plus connu, c'est sur les produits du tabac. Donc, la réglementation entourant les produits du tabac, c'est un peu le classique où l'OIT, en tout cas, peut-être que je ne veux pas déformer là, la position de l'OIT, mais défendait un petit peu les entreprises productrices de produits du tabac à l'inverse de l'OMS. Donc, ma question, c'est dans la pandémie de COVID, est-ce que vous avez senti à quelques moments des différentiels de compréhension de la problématique? Est-ce que la problématique du côté OIT vous est apparue de telle manière et à l'OMS d'une autre manière, notamment sur peut-être la place de l'économie versus la santé comme le but ultime ou autre, là, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté avec les étudiants, puis on aurait aimé savoir, est-ce que ultimement, il y a eu peut-être des conflits, des oppositions, mais dans la pandémie actuelle. Mais merci encore pour la présentation. Merci. Non, c'est très intéressant de voir cette perspective. Justement, cette question de tabac était ici dans mon département, donc j'ai compris bien cette polémique. Non, justement, je crois que je dirais en gros, ces deux organisations travaillent très bien ensemble. Il y a des champs de travail où on a beaucoup en commun, surtout la sécurité et la santé au travail. Mais aussi, on a actuellement un très important programme sur les travailleurs dans la santé, par exemple, parce que c'est clair, les systèmes de santé dans les pays ne peuvent pas fonctionner sans le personnel. Et dans beaucoup de pays, c'est problématique parce qu'il n'y en a pas assez, ils ne sont pas bien formés. Il y a une fuite des gens formés vers les pays riches. Parfois, ils ne sont pas bien traités, etc. Donc, il y a un tas de travail à faire. Et là, on est vraiment 100% d'accord. C'est pour leur protection, mais c'est aussi pour la création de l'emploi parce que c'est des secteurs qui sont en croissance. Mais bien sûr, comme je crois que la question avant a déjà soulevé ça, parce qu'on a cet aspect tripartite, bien sûr, il y a d'autres points de vue qui peuvent soulever, qui parfois sont plus complexes pour nous et peut-être pas pour l'OMS. L'OMS est très axé sur la protection, donc bien sûr, chez nous, c'est l'économie, le patronat, mais aussi les travailleurs vont être d'accord que il faut un maximum protéger les gens, mais en même temps, il faut protéger les emplois aussi. Donc, je dirais pour l'instant, ça n'a pas créé une grande différence. Il y a, et ça je dis un peu, voilà, c'est pas publié officiellement, mais il y a quelques différences d'opinion sur, par exemple, les distances sociales à respecter. L'OMS, par exemple, pour l'instant, demande moins que ce que recommande l'OIT. Il y a des différences d'esprit là-dessus. Et bien sûr, même si c'est une question littéralement des centimètres, les, les effets économiques après sont très importants. Si on a un resto et puis on peut mettre 30 personnes ou 50 personnes, c'est des chiffres très importants pour ce restaurateur. Donc, c'est ça, il y a des questions. Sur le tabac, c'était aussi très intéressant, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Et puis, je dirais entre nous, il y a encore beaucoup de travailleurs qui fument alors qu'ils ne vont pas se priver de ce plaisir. Donc, là, les âmes se différent. Mais finalement, je crois que c'est très important aussi dans le système international d'avoir ces débats, d'avoir ces échanges de points de vue. Je trouve souvent c'est l'OIT qui amène les voix de l'économie réelle dans ces débats, parce que sinon, c'est que des
politiciens qui font leur politique. Il faut assurer aussi la voix du business et des travailleurs aussi. Merci. Merci, Oliver. Nous sommes à 13h27. S'il n'y a pas d'autres petites questions de dernière minute, je remercierai au nom des participants et participantes notre conférencier, Oliver, qui a bien voulu partager avec nous son expérience. Avec les limites que nous avons tous, que nous sommes dans une situation dont nous n'avons pas vu la fin. Donc, comme toujours, on ne peut pas vraiment conclure. Est-ce qu'il y a des personnes à signaler pour des questions? Donc, je vous remercie infiniment, M. Léon, de la part de l'ensemble des participants et des participantes et au nom du Centre d'études sur la gouvernance, en espérant que nous aurons l'occasion d'en rediscuter quand nous serons sortis de ce contexte et que nous pourrons tirer éventuellement des bilans. Très bien, merci beaucoup. Ça fait un plaisir. J'espère la prochaine fois en Ottawa. Très bien. Ça nous fera plaisir de vous inviter. Très bien. Alors, très bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.